Bonjour chers élèves de terminale, pour le moins donc bonjour plutôt. Donc avec vous je vais faire le B, donc il y aura une dernière vidéo pour la conclusion. Donc sur la fin du modèle communiste. Alors comme je vous le disais, le plus gros problème du bloc communiste, c'est sa fossilisation, son incapacité à se réformer, à changer, sauf peut-être en Chine. Il y a quand même un signe positif en 1985, c'est l'arrivée au pouvoir de Mikhaïl Gorbatchev. Donc celui que vous voyez sur la partie gauche. Donc effectivement, Mikhaïl Gorbatchev, déjà il a un avantage, il a 20 ans, donc de moins que son prédécesseur. C'est vraiment une nouvelle génération qui arrive au pouvoir. Effectivement, donc pour la première fois, on a des gens qui sont effectivement quand même nettement plus jeunes finalement, qui arrivent au pouvoir en URSS. Et Mikhaïl Gorbatchev, c'est quelqu'un qui est très conscient des difficultés de son pays. Il essaye de mettre en place une politique de réforme. C'est ce que vous avez avec le timbre qui est sur la droite. Avec, vous voyez l'idée, la cause de la révolution d'octobre se poursuit avec la perestroïka, l'accélération, la démocratisation et la transparence. Donc effectivement, cette politique qui est une politique de ce qu'on appelle la perestroïka, qui est une politique de modernisation économique, et le glasnost, la politique de transparence qui est destinée à donner plus de liberté d'expression au peuple soviétique, c'est effectivement des avancées assez importantes. Gorbatchev, c'est aussi quelqu'un qui va ouvrir le dialogue, par exemple, avec les États-Unis de Ronald Reagan. On signe notamment des accords de désarmement de nucléaire. Il lance aussi l'évacuation progressive de l'Afghanistan en 1989. D'ailleurs, je crois que j'ai fait une erreur dans la vidéo d'avant, j'avais dit 99, évidemment c'est 89, le retrait des troupes soviétiques d'Afghanistan. Et donc effectivement, pour la première fois, on a quelqu'un qui veut vraiment mettre en place des réformes. Malheureusement, il est sans doute trop tard. Donc vous avez la catastrophe de Tchernobyl qui intervient en 1989, qui va être finalement le symbole des immenses difficultés de l'URSS. Alors je vais vous insérer une petite vidéo de montage qui vient de la série Tchernobyl, qui avait fait HBO sur la catastrophe il y a 2 ans je crois. Donc si jamais vous avez l'occasion, je vous incite fortement à regarder, c'est une mini-série en 6 épisodes si vous pouvez la trouver. C'est de grande qualité et donc je vous invite fortement à le regarder. Donc je vous retrouve après cette vidéo. The pressure inside the core can no longer be held back. At long last we have arrived. 1:23:45, explosion. In the instant the lid is thrown off the reactor, oxygen rushes in. It combines with hydrogen and superheated graphite. The chain of disaster is now complete. Je vous signale une toute petite erreur, c'est pas 89, la catastrophe de Tchernobyl, c'est 86. Ça vous pourrez le corriger dans vos notes. Désolé. Donc la catastrophe de Tchernobyl, elle annonce bien effectivement ces 5 dernières années finalement de l'URSS. Elle montre les faillites d'un système qui est devenu trop rigide, où les difficultés sont maquillées jusqu'à ce qu'il soit trop tard.
et en plus elle va coûter effectivement énormément d'argent. Donc ça, si on additionne ça à la baisse du prix du pétrole qui est encouragée par les États-Unis, à la course aux armements qui se poursuit quand même, au coût de la guerre en Afghanistan, le système soviétique n'arrive plus à suivre. Et en plus, un autre problème qui se présente, c'est aussi que dans toute l'Europe de l'Est, et en particulier en Pologne, là vous avez le syndicat Solidarność fondé par Lech Walesa, donc on a effectivement donc des oppositions qui lèvent la tête. Et effectivement, donc, qui demandent plus que des réformes. En fait, le système communiste est en train de s'effondrer de l'intérieur, notamment parce que les dirigeants des démocraties populaires, c'est particulièrement fort en Allemagne de l'Est, sont moins favorables aux réformes que Gorbatchev lui-même. Ce qui fait que, quelque part, finalement, les systèmes ont beaucoup plus de mal à se modifier en Europe de l'Est, et que, au contraire, finalement, on a des oppositions qui sont de plus en plus fortes, parce qu'ils sentent que le moment commence à venir. Et donc, à l'automne 1989, donc, la Hongrie ouvre ses frontières. C'est le premier pays du rideau où le rideau de fer tombe. C'est ce que vous voyez avec cette foule qui essaye de passer finalement la frontière. Et donc, le 9 novembre, le mur de Berlin tombe. Donc là encore, je vous montre une petite vidéo sur la chute du mur. France Info, 18h, 20h, édition spéciale Allemagne, Patrick Boyer. Le mur de Berlin-Est est, ce soir, une masse de béton couverte de graffitis et sur laquelle des milliers de jeunes Berlinois de l'Ouest sont juchés. Malgré les injonctions des Vopos, les jeunes Allemands regardent hilar, porte de Brandebourg, leurs voisins de Berlin-Est franchir tranquillement le checkpoint Charlie comme une vulgaire frontière régionale. Quand on est arrivé porte de Brandebourg, il y avait très peu de monde, il y avait peut-être 500, 600 personnes. Les gens commençaient à peine à arriver. Et puis au bout d'un moment, il y a 2-3 personnes qui sont montées sur le mur, c'est des images qu'on a vues partout. On a vu qu'il leur arrivait rien, qu'on leur avait pas tiré dessus. Donc nous, à notre tour, on est montés. Des gens très émus, très heureux, qui chantaient, les gens chantaient énormément. Les boutiques étaient pleines, bien évidemment. Puis après, il y a eu toutes les scènes symboliques, Rostropovitch qui jouait de Bach au pied du mur. Cette image des policiers est-allemands dans leur guérite, qui la veille nous faisaient signer des papiers, qui regardaient tous leurs compatriotes passer à l'ouest dans leurs trabants, là, ces vieilles voitures. Et complètement, ils étaient interloqués, quoi. Donc vraiment, c'était très symbolique de ce qui se passait à ce moment-là, quoi. Un régime qui s'est écroulé en quelques heures, quoi. Des soldats est-allemands détruisent en ce moment le mur de Berlin. Des gardes montés sur le mur démantèlent une partie du plus grand symbole de la guerre froide. Une cinquantaine de personnes assistent à la scène près du stade de Berlin et une famille n'a pas hésité à arracher un panneau pour l'emporter en souvenir. Et on se disait, voilà, on n'a pas encore commencé notre carrière et on revivra sûrement jamais un événement pareil. Bon, ça serait très étonnant. D'ailleurs, ça ne m'est jamais arrivé. C'est l'événement le plus important auquel j'ai assisté alors que ma carrière n'avait pas commencé. Et quand on est rentré, les gens disaient, mais c'est pas possible, vous avez une chance extraordinaire. Vous, jeune journaliste, vous êtes arrivé à Berlin par hasard, le 8 novembre 89. Donc à partir de là, le système communiste s'effondre comme un château de cartes pendant toute l'année 1989. C'est qu'effectivement, toute l'Europe de l'Est accède donc à la démocratisation. Souvent de manière assez douce, on va parler de révolution de velours dans certains pays, parfois de manière beaucoup plus dure. C'est vrai qu'en Roumanie, par exemple, en décembre 89, on a le dernier dirigeant donc communiste, le dictateur Ceausescu, qui est donc fusillé. Donc ça c'est l'un des pays où finalement ça a été plus difficile. Mais globalement, donc toute l'Europe de l'Est bascule effectivement donc dans la démocratie. Et même l'URSS ne va survivre qu'à peine 2 ans. En URSS donc elle-même, le régime va commencer à s'écrouler. En juillet 1991, on a une tentative de coup d'État. Non, pardon, pas en juillet, en août. En août 1991, on a donc une tentative de coup d'État de la part des communistes conservateurs qui veulent effectivement donc remplacer Gorbatchev et revenir à un régime dur.
Ce coup d'État, il échoue, notamment grâce à l'intervention de Boris Yeltsin, qui va devenir le premier président russe après la fin de l'URSS. Et effectivement, donc, quelques mois plus tard, en décembre de la même année, on a Gorbatchev qui annonce la fin donc, de l'URSS. Ce pays qui a donc duré 80 ans disparaît. Il est remplacé par les pays que vous connaissez aujourd'hui, donc une quatorzaine de pays finalement, donc la Russie le plus important, mais aussi les Pays-Bas, l'Ukraine, les pays d'Asie centrale comme le Kazakhstan. Donc effectivement, cet immense empire soviétique s'écroule, il n'existe plus. Ça fait partie des regrets qu'ont certains Russes. C'est vrai que quelqu'un comme Vladimir Poutine, il est à peu près certain, tout le monde on est à peu près conscient qu'il considère que c'est le plus grand désastre géopolitique du dernier siècle et que la Russie devrait récupérer cet empire, puisque en fait il y avait beaucoup de parties qui dataient d'avant même l'URSS, qui étaient en fait finalement un peu les marches, les frontières protégées de l'empire ancien, l'empire des tsars. Donc on a quasiment donc tous les pays qui vont donc finalement basculer en dehors du communisme dans l'état démocratique. On a quelques pays qui vont subsister quand même. On a le Vietnam, même si bon là aussi le Vietnam, un peu comme la Chine, il adopte des réformes importantes. Les deux seuls États qui ont vraiment un communisme traditionnel qui subsiste, ça va être Cuba et surtout la Corée du Nord. Et par contre le dernier exemple, et là c'est ça qui va être important, c'est qu'il y a un pays où finalement qui va survivre finalement à l'année 89, c'est la Chine. Donc en Chine, vous avez donc pareil des tentatives de rébellion en 1989, pendant l'été 89, mais qui là par contre vont se terminer tragiquement. Donc je vous laisse avec la petite vidéo que je vais vous montrer, donc qui va vous raconter un petit peu ça. Juin 1989. Une manifestation étudiante contre la corruption secoue depuis plusieurs semaines Pékin et la Chine tout entière. Les manifestants demandent la démocratie, la liberté de la presse et la liberté de parole. Une colère alimentée par la mort du réformiste Hu Yaobang, chef du Parti communiste. Sa crise cardiaque fatale est attribuée par les étudiants à sa démission forcée du parti. Ils se rassemblent alors sur la place en grand nombre. La statue de la déesse de la démocratie devient logiquement un point de ralliement sur la place Tiananmen. Le gouvernement est alors divisé sur la réponse à apporter. C'est finalement la ligne dure du parti qui a le dernier mot. Le Premier ministre Li Peng annonce la loi martiale le 20 mai et tente de mobiliser une armée divisée. 2 semaines plus tard, l'ordre est donné d'utiliser tous les moyens nécessaires pour vider la place Tiananmen et les quartiers occupés par les manifestants. Un ordre appliqué le 4 juin, la répression s'organise, une image marque alors les esprits. Un manifestant face à une colonne de chars. Surnommé depuis Tankman, il est devenu le symbole de ce mouvement. Son nom reste encore aujourd'hui inconnu. Lorsque je vois l'image de cet homme debout devant un tank, je suis si fière du peuple chinois. C'est la façon la plus essentielle de montrer au monde entier que les Chinois ont l'esprit de liberté. 30 ans plus tard, le nombre exact de morts reste un mystère. On parle de plusieurs centaines, voire plus. Depuis juin 1989, tout mouvement politique s'attaquant au Parti communiste au pouvoir a été réprimé. Les événements de la place Tiananmen sont d'ailleurs davantage connus dans le monde qu'en Chine. Donc voilà, en fait, avec les répressions de la place Tiananmen, on a du mal à calculer les chiffres. Ils vous l'ont dit, il y a certaines estimations qui parlent de 10 000 morts. Comme il le disait, en Chine, c'est un sujet quasiment tabou. La Chine, donc, avec cette répression terrible, avait resté une dictature. La chute des autres pays communistes avait plutôt confirmé aux dirigeants chinois qu'en réformant l'économie, ils ont choisi la bonne décision. Et qu'effectivement, ça permet au régime de se pérenniser finalement. Finalement, avec l'idée qu'en enrichissant les Chinois, on évite donc les oppositions. Donc, en 1991, effectivement, la guerre froide est terminée. Il n'y a qu'un seul camp qui subsiste, c'est le camp donc des démocraties libérales dominées par les États-Unis. Donc la guerre froide est terminée, la Russie est en proie au chaos. Il ne reste donc plus qu'une seule superpuissance, c'est les États-Unis et un seul modèle qui semble avoir vaincu,
c'est le modèle libéral. Donc je vous retrouve tout de suite pour la conclusion. Merci.